Bonjour, bienvenue sur le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dac, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Pour moi, la lutte, le féminisme, les différences hommes-femmes, c'était l'histoire ancienne. Parce que j'y ai jamais été confrontée. Enfin, moi, j'ai une mère qui a travaillé comme une dingo. Ma grand-mère bossait beaucoup. Enfin, il n'y a jamais eu de sujet d'inégalité entre dans les couples que je pouvais avoir comme modèle sous les yeux. Et c'est une chose dont j'avais absolument pas conscience. Et ça a été une claque de le comprendre. Interviewer une fondatrice d'une des fintech françaises les plus en vue est intimidant. Quand je me perds dans les termes de crowdfunding en equity, de classe d'actifs, de groupes financiers intégrés, de plateformes de financement alternatifs, que j'hésite sur le nombre de zéros à propos des membres investisseurs qui ont plus de 9 milliards de patrimoine, je panique carrément. Mais vous allez voir, je m'en suis pas trop mal sortie, car Caroline Lameau a beau être présidente du conseil d'administration d'Anaxago et sa directrice marketing et communication, elle est très accessible et authentique. Notre interview tombait le jour de son départ en congé maternité, et ce sujet a été largement présent dans notre échange. De l'accueil de cette nouvelle, du cocon qui s'est mis en place chez Anaxago, de l'impact sur sa productivité, et même son appréhension d'adorer ne pas travailler. Si elle dit que la façon dont elle a vécu sa grossesse a été une claque, elle parle également d'une autre claque plus ancienne. Éduquée selon l'idée que les femmes doivent travailler et être indépendantes, elle ne s'attendait pas à être confrontée à autant de comportements sexistes et de constater la distinction faite entre les hommes et les femmes au travail. Notre entretien a également abordé la façon dont elle a vécu l'année 2020, de structuration d'équipe, de constance, d'anticipation, de travail sur soi, de sport, de lecture, de cuisine. En effet, cet épisode est le témoignage d'un remarquable parcours professionnel et entrepreneurial, mais avant tout, c'est celui d'une femme et future maman. Une véritable rôle modèle inspirante. Bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Perrine. Caroline, je vais vous replonger en enfance et je serais ravie de savoir si le crowdfunding était déjà dans vos idées toutes petites ou pas du tout. C'était très très loin. Moi, quand j'étais petite, je voulais être costumière de théâtre ou journaliste ou écrivain. Donc très très littéraire. Déjà loin de la finance et encore plus loin du crowdfunding, qui je pense d'ailleurs n'existait pas tout à fait encore à l'époque. Et qu'est-ce qui vous a amené? Quel est votre parcours entre costumière de théâtre? Donc vous avez lâché une machine à coudre, j'imagine, pour aller dans une fac de la finance. C'est ça. J'ai jamais lâché ma machine à coudre et mon petit ma petite aiguille à tricoter du crochet parce que ma grand-mère avait passé trop de temps à m'apprendre à faire ça. En revanche, j'ai fait un bac avec des maths et je suis entrée à Dauphine dans un doc de gestion et terminée par une formation en finance. Que derrière, j'ai continué par une école de commerce. Et j'ai quand même réussi à faire un petit pas de côté en suivant une formation en histoire de l'art dans une école de mode à Londres en parallèle de mes autres études en disant allez,
il te reste 6 mois avant de te lancer dans la vie professionnelle. Fais-toi plaisir. Génial. Et aujourd'hui, ou peut-être hier, je vous envoie dans une salle de réunion. Vous ne connaissez pas les autres participants et c'est votre tour de vous présenter. Comment est-ce que vous le faites? Et ben, je leur dis que je m'appelle Caroline, que j'ai co-créé Anaxago, une plateforme d'investissement alternative d'un nouveau genre il y a un peu plus de 8 ans. Et qu'aujourd'hui, on conseille 5000 clients dans leurs investissements et sur toute l'étendue de leur portefeuille. Et qu'on fait ça avec beaucoup de passion. Votre objectif professionnel aujourd'hui, c'est quoi? Professionnellement aujourd'hui, donc Anaxago, pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire, c'est initialement une des premières plateformes de crowdfunding en equity qui permettait à des particuliers d'investir au capital, donc de TPE et de PME françaises, avec vraiment cet objectif de rediriger une partie de l'épargne des Français vers l'économie réelle. Et ça a lentement évolué en ajoutant des classes d'actifs pour diversifier les opportunités d'investissement qu'on proposait à nos clients, notamment avec l'arrivée de l'immobilier en 2014, puis d'autres produits financiers qui ne sont pas produits par Anaxago, mais qu'on distribue dans ce qu'on appelle une architecture ouverte, qui aujourd'hui la plateforme a pour ambition de devenir un véritable groupe financier. En tout cas, nous, on a l'impression qu'on a passé 8 ans à créer quelque chose d'un peu particulier, parce qu'on est une fintech un peu bizarre. On est dans le sens où on est quasiment autofinancé. On a levé des fonds une fois. Il y a, je crois que c'était en 2014. Ça doit être ça, à l'été 2014. On a dû lever un peu plus d'1 million d'euros. Et depuis, on travaille avec notre capacité d'autofinancement. Et on a l'impression ça y est, on a créé un truc avec lequel on va pouvoir s'amuser et faire quelque chose d'encore plus grand. Parce qu'il y a un vrai sujet de marché pour la gestion d'épargne aujourd'hui des Français. Et vous, parce que vous êtes rentré dans ce projet-là, vous m'avez raconté sur l'aspect marketing et communication. Mmh. Votre rôle a quand même bien évolué dans le temps. Vous avez gardé cette opération-là. Vous êtes toujours actif sur ce sujet-là, mais vous avez d'autres rôles. Et du coup, votre objectif à vous, c'est quoi? Alors, moi, j'adore mon métier parce que aujourd'hui, quand on monte une start-up, pour aller chercher des clients, on parle beaucoup de gros hacking, de méthodes marketing un peu barbares, où on a l'impression qu'on va pomper des listes sur le web et sur les réseaux sociaux. Anaxago a cette particularité d'avoir fonctionné pendant presque 8 ans uniquement sur le bouche à oreille et la notoriété pour son acquisition client. Et donc ça, c'est le métier de la com et du marketing. Et donc c'est un peu ce que je fais c'est ce que je fais avec mon équipe. Et donc on n'a que des gens qui arrivent chez nous parce qu'ils sont vraiment intéressés par le sujet, ils ont envie de prendre en main leurs investissements, changer la façon dont ils gèrent leur épargne. Ce métier, il s'est traduit par la création de nouveaux médias, puisqu'on a une newsletter hebdomadaire que j'ai lancée pendant le confinement, qui aujourd'hui a 60 000 abonnés. On a créé notre premier podcast fin novembre, où je pensais qu'on allait mettre des mois à démarrer. Et en fait, on a, je crois, 2000 auditeurs par épisode. Donc moi, mon objectif, c'est continuer à développer ça, des contenus innovants qui permettent de promouvoir l'éducation financière de façon hyper vaste, pas seulement auprès de mes clients, mais auprès de toutes les personnes qui aujourd'hui cherchent à se former autrement qu'en lisant Rich Dad Poor Dad, qui est un peu le livre de référence sur le sujet que moi j'aime pas du tout, mais que un de mes associés adore. L'idée, c'est que vous voulez proposer des formats qui soient aussi plutôt adaptés à votre génération. C'est ça aussi ce que j'entends. Alors, très étonnamment, moi, ma clientèle, elle est jeune parce que l'âge moyen, je crois, d'un investisseur, c'est 44 ans. Donc, c'est assez jeune si on nous compare à une banque privée ou à une société d'investissement traditionnelle. Mais moi, je suis très surprise des statistiques. Les gens qui consultent nos contenus newsletters et podcasts sont plutôt entre 40 et 60 ans qu'entre 25 et 40. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'est habitué à ces formats-là.
Je voudrais revenir un peu sur votre carrière et vous demander si vous aviez un rôle modèle ou si vous avez eu des rôles modèles peut-être au cours de des dernières années ou depuis longtemps peut-être. Déjà, moi, il y a les femmes de ma famille, que ce soit ma grand-mère, ma mère, ma tante. Il y avait une règle, ça peut paraître archaïque aujourd'hui, hein, mais c'était hyper important. Et on nous l'a martelé à ma sœur, mes cousines et moi, c'est une femme doit travailler. Parce qu'une femme doit être indépendante financièrement, c'est hyper important. Donc ça, je pense que c'est resté hyper ancré en moi. Il y a eu très très peu de périodes de ma vie depuis mon bac où j'ai pas travaillé, que ce soit pendant mes études ou à côté, ou pendant les vacances. Donc ça, la notion d'être au travail, produire, se créer son indépendance était hyper importante. Et est-ce que vous avez eu aussi des rôles modèles, peut-être qui vous ont inspiré dans le secteur de la finance ou dans l'entrepreneuriat? Je dirais pas que j'ai des rôles modèles. En revanche, moi, j'ai toujours été surprise parce qu'on me dit oui, il n'y a pas assez de femmes en finance. Et moi, j'ai toujours l'impression de rencontrer des femmes extraordinaires. Enfin, entre eux, j'étais très admirative d'Inès de Dinéchamps, qui a dirigé Aviva Investors pendant très longtemps. Quelqu'un qui savait qui sait jongler entre vie de famille et job hyper demanding. Fanny, la fondatrice d'Alter Equity, Clara Guémard, enfin pas des gens dont je suis proche. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de femmes qui font tellement de trucs incroyables dans ce secteur que je me suis jamais, moi, j'ai jamais senti qu'il y avait pas assez de femmes en finance. Et aujourd'hui, au travail, votre meilleur allié, est-ce que vous pouvez m'en parler? Mon meilleur allié au travail, c'est toute mon équipe, en fait. On a la chance d'avoir une équipe jeune, quoique il y a vraiment tous les âges au sein de l'entreprise, mais en fait une équipe bourrée de bienveillance. C'est-à-dire que il y a beaucoup de confiance au sein de l'entreprise. Je me sens à l'aise avec tout le monde. Possibilité de travailler au quotidien en toute transparence avec une équipe sérieuse en qui on a confiance. Comment est-ce que vous avez recruté ces personnes pour que vous formiez une telle équipe? C'est une bonne question. Il paraît qu'on recrute des gens qui nous ressemblent. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait on était une petite équipe, on était 8. Il y avait que des mecs. Et j'ai mis quelques mois à me rendre compte que pour moi c'était difficile parce que je suis quand même beaucoup plus à l'aise dans des environnements féminins. J'ai travaillé un petit peu chez Dior, alors c'était particulier comme ambiance, mais en fait je suis à l'aise entourée de femmes. Non pas que je n'aime pas les garçons ou les hommes, mais je trouvais que ça crée un espèce de déséquilibre au sein de l'entreprise, qu'on ne réfléchissait pas de la même manière, on n'interagissait pas de la même manière. Et donc j'ai commencé un petit peu à pousser pour qu'on recrute plus de femmes. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on est exemplaire, mais je crois qu'il doit y avoir 35% de femmes dans l'équipe. Et je trouve que ça contribue par rapport à d'autres fintechs que j'ai pu voir que cette mixité nous permet de créer cet environnement assez particulier à Anaxago. Vous pensez que vos clients le ressentent? Je sais pas si nos clients le ressentent. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de tout dans nos équipes qui sont en direct avec le client. Il y a des gens qui apprécient parfois d'avoir un conseiller qui est vraiment juste pas dans l'affect, mais dans la précision des informations. Dans la précision des informations données. Il y en a d'autres qui vont préférer parler à celui qui va demander des nouvelles de leurs enfants parce qu'ils se rappellent qu'il y en a un qui passait le bac cette année, etc. Et donc chacun y trouve du sien et l'équilibre est maintenu quand même en interne. Donc je pense que c'est hyper important dans notre métier d'avoir cette relation-là avec le client.
Donc j'imagine que oui, ils ressentent ce confort et cette liberté de parole qui est hyper agréable. Et je sais que vous abordez une nouvelle étape dans votre vie professionnelle. Est-ce que vous voulez qu'on en parle un petit peu? Oui, on peut en parler un peu. Oui, c'est un sacré morceau. Ouais, j'attends mes premiers enfants là. Je devrais avoir des jumeaux d'ici un peu plus d'un mois. Et ça a été une grosse révélation. Ça a été une grosse révélation parce que moi j'ai été un peu élevée dans un contexte où on me dit bon, t'es enceinte, t'es pas malade. Puis pour moi ça faisait 8 ans que je travaillais beaucoup, que j'étais très active et donc que cette grossesse elle est passée comme une lettre à la poste. Puis en fait parfois il faut écouter son corps. Et on peut pas être toujours exemplaire dans son métier. En fait, c'est pas l'essentiel d'être exemplaire dans son métier, surtout quand on attend des enfants. Ouais, je m'habitue à changer de rythme, à prendre un peu de recul, et d'ailleurs, je vais arrêter de travailler pendant quelques semaines. Donc, ça va être une sacrée expérience parce que ça m'est pas arrivé depuis 8 ans. Et concrètement, qu'est-ce que ça a impacté sur votre quotidien? Il y a eu, j'imagine, quelques absences, mais est-ce que vous avez vu le travail sous un autre angle? Est-ce que vous avez appris à faire des nouvelles choses? Je pense que j'ai étonnamment appris à être plus efficace. Parce que moins dans la capacité à faire des longs horaires, des horaires extensibles, si vous voulez. C'est-à-dire que ça y est, le corps supporte plus d'être là de 9h30 à 20h, de prendre 30 minutes de pause devant son ordi pour déjeuner. Donc moi, en tout cas, ça m'a appris à prioriser, à plus dire oui à tout, à dire non peut-être plus rapidement sur certains sujets, et à me concentrer sur les choses que je fais bien. Apprendre à déléguer sur le reste, éventuellement recruter quelqu'un sur les sujets que je maîtrise moins bien ou qui me plaisent moins. C'est un luxe que je m'étais jamais trop accordé. Nous, on a toujours préféré staffer chez Anexago sur des jobs qui étaient vraiment ultra essentiels, en se disant bon, même s'il y a des tâches hyper chiantes que je pensais pas faire 8 ans après avoir créé ma boîte, bah c'est pas grave, je le fais parce que il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc c'est tous ces sujets-là. Et en fait, j'ai très très peur d'adorer ne pas travailler. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas travaillé? Bon, le week-end dernier, peut-être un petit peu, même pas? Pas trop le week-end parce que moi ma newsletter sort le week-end, mon podcast aussi, donc c'est puis je suis généralement un peu à la bourre, donc j'y passe pas mal de temps, mais pas travailler du tout. Ouais, non, je saurais pas vous dire. Bon, de toute façon, je pense que vous serez occupé. Vous serez pas sur un transat, là, dans Il les prochains paraît, mois. oui. Je voudrais quand même revenir vos associés, vos collaborateurs. Comment est-ce qu'ils ont réagi vraiment? Parce que j'imagine qu'ils ont tous dit super et bravo. Mais est-ce que vous avez remarqué quand même des difficultés d'accepter? Est-ce que vous avez dû négocier? Est-ce que vous avez dû expliquer? Est-ce que c'était la première maternité peut-être chez Anaxago ou est-ce qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant? Ouais, alors là, pour le coup, pas du tout. Ça a été très très bien accepté. Il y a d'autres maternités. En fait, on est assez alignés, je crois, avec les femmes du bureau parce que je crois qu'en ce moment, on est enceinte au rythme de une d'entre nous par an. Donc là, on prend les paris pour celle qui le sera en 2022. Donc non, non, c'est plutôt hyper bien pris. Et puis moi, j'ai eu vraiment l'impression que c'est tout un cocon qui s'est mis en place d'un coup. Sur est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels je peux t'aider, comment je t'accompagne. Bon, là, on est dans la phase un peu de panique parce que j'ai prévenu lundi que j'allais m'arrêter sous 10 jours. Donc c'est un peu, je reçois des mails sur les validations de budget, les sujets à traiter avant que je sois injoignable. Mais oui, d'un coup, j'ai eu l'impression que tout un système de soutien se mettait en place à tous les niveaux de l'entreprise.
Je voudrais vous poser la question que je pose à tous nos invités à propos de la réussite professionnelle. Et je voudrais que vous me parliez de la réussite ou du succès dont vous êtes le plus fier. Moi, je crois que c'est vraiment l'année 2020 dont je suis la plus fière. Parce que c'était une année compliquée où on s'est fait très peur. Que ce soit mes associés, enfin tous les trois, on a vraiment flippé début mars. On était préparés parce qu'on a un associé qui avait vraiment pris le temps de regarder, d'envisager des scénarios. Donc, en fait, quand le confinement a démarré, on était déjà en télétravail. On savait qu'il allait falloir qu'on mette plutôt notre casquette de gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de participation plutôt qu'investisseur pour soutenir les entreprises du portefeuille Anexago qui étaient peut-être amenées à avoir des difficultés. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer la newsletter pour garder le contact avec nos clients sans leur vendre quoi que ce soit. En disant, juste on se dit, on arrête de commercialiser nos produits, on passe du temps à rassurer les gens, à fournir un maximum de contenu sur comment ça se passe, comment prendre des décisions en période d'incertitude, plein de choses comme ça. Et le fait d'avoir tenu la création de ces contenus, la newsletter, je crois que on est à la 45e édition, d'avoir réussi à sortir le podcast dont je parlais depuis 2 ans, d'avoir fait la meilleure année d'Anexago en termes de collecte. Je crois qu'on a collecté un peu plus de 100 millions d'euros. Donc ça, c'est l'équipe, c'est vraiment toute l'équipe. Enfin, je crois que c'est vraiment l'année dont je suis la plus fière. Qu'est-ce que vous avez eu l'impression de mettre de vous de différent par rapport à d'habitude? De la constance. Vraiment de la constance. Parce que vraiment débarrassée, vous savez, de tout le bruitage qu'il peut y avoir autour de mon métier, où je fais beaucoup d'événementiels, je sors beaucoup, je rencontre beaucoup de monde. Là, j'avais du temps à consacrer à l'équipe, aux nouveaux médias et contenus qu'on voulait produire, et donc créer cette régularité qui parfois peut faire défaut dans mon métier. Voilà, c'est vraiment la chose dont je suis la plus fière. Est-ce que vous avez hâte que le bruit, le mouvement d'avant reprenne, ou est-ce que vous pensez que ça aura changé votre façon de faire et de voir les choses? Alors j'ai terriblement envie que le bruit et le mouvement reprennent. Je crois que je fantasme de revenir au travail au début du mois de juin parce qu'il y a un salon qui est déjà qui est déjà programmé, qui pour l'instant n'a pas été annulé. Mais je sais que j'ai beaucoup changé, que l'entreprise a changé, que le monde, en fait, le monde et l'environnement ont changé et que je ferai les choses différemment. Je vais parler quand même du sujet des femmes. On en a parlé par votre maternité entre autres, mais est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être une femme a été déterminant dans la société, dans la position que vous avez eue, dans les rôles que vous avez eus, dans l'approche que vous avez eue? Ça a été un atout non négligeable, pour être très honnête avec vous. Ça a pu au départ être pas un obstacle, mais une petite difficulté, parce que c'est vrai que dans le monde de la finance, surtout quand on fait un métier de communication et de marketing, il y a pas forcément il y a un respect acquis qui est pas forcément là. Mais une fois qu'on se rend compte que justement on est souvent la seule femme dans la pièce, ou la seule femme à postuler pour tel concours, ou la seule femme à intervenir dans telle conférence, ça devient très vite un atout. Donc j'ai pu beaucoup en profiter pour développer l'entreprise, quoi. Ça permet d'être en fait, être une rareté dans un secteur permet beaucoup de choses. Est-ce que vous avez vu des comportements qu'on peut qualifier de sexistes ou qui sont dérangeants liés au fait que vous étiez une femme? Ah oui, ça, je pense qu'il n'y a pas une femme qui n'a pas vécu. Moi, c'est plus ça que j'essaye de transmettre quand j'essaie d'en parler avec mes collègues, mes associés. C'est cette espèce parfois de promiscuité imposée, où en fait on sait
que dans une journée ou dans une semaine, il va pas y avoir un moment, enfin, il va pas y avoir une semaine ou une journée sans être confronté à ce type de comportement, qui peuvent être maladroits, qui peuvent être intentionnels. Euh, et c'est parfois un peu compliqué quand on est plus jeune, parfois c'est plus blessant. Quand on commence à vieillir, je pense qu'on apprend pas à se protéger, mais à plus laisser passer les choses. Mais c'est vrai que c'est un peu cette constance dans voilà, on sait on sait que ça va arriver, on sait que ça va se dérouler. Je sais pas si je suis très claire sur cette. Est-ce que vos associés ou les personnes à qui vous en parlez en prennent conscience? Est-ce qu'ils ont conscience que de la façon dont ça peut être vécu par vous et par les femmes? Et puis, comment est-ce que vous réagissez, en fait, quand vous les constatez? Est-ce que, aujourd'hui, vous avez l'audace, l'aplomb pour réagir à chaud? Ou est-ce que vous préférez gérer ça à froid? Non, 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 généralement, j'essaye de gérer ça à chaud, avec toute la politesse dont je suis capable, et surtout sans être vindicative, mais juste poser des règles. Et enfin, rappeler les règles du jeu. Et moi, mes associés et mes équipes sont, je pense, hyper conscients de ça. Donc c'est explicité, Ouais. c'est un point de vigilance pour tous. Voilà, sachant que c'est pas du tout des comportements qu'on a au sein de l'entreprise. Mmh. C'est vraiment des comportements qu'on a, qu'on a à l'extérieur, etc. C'est très, ça a pu arriver, mais c'est très rare que j'ai eu besoin de reprendre quelqu'un au sein de la boîte en disant non, mais ça c'est un comportement. Ça peut arriver, mais c'est moins fréquent. Mmh. En tout cas, on ne laisse pas passer par principe. Et est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de travailler pour vous le dites que vous avez développé la mixité chez Anaxago, vous avez veillé à recruter des femmes. Est-ce que vous continuez aujourd'hui ou est-ce que vous avez l'impression que maintenant l'égalité va jouer son rôle ou l'égalité des chances va jouer son rôle de manière plus spontanée ou est-ce que c'est un point de vigilance que vous continuez à avoir? Je dirais pas que c'est un point de vigilance parce que, comme je vous le disais, je suis excessivement biaisée vis-à-vis des femmes, biaisée positivement. C'est-à-dire que comme comme j'aime être entourée de femmes, c'est un peu comme si, il y en aura jamais assez, donc ça continuera à être, ça continue d'être hyper présent à mon esprit. Est-ce que vous avez réalisé quelque chose récemment où vous vous êtes dit si je l'avais su plus tôt, ça m'aurait bien aidé? Le sujet typiquement, enfin là, plutôt dans ces dernières années, typiquement le sujet si j'avais su avant qu'être une femme, c'était qu'être une femme dans le monde financier, c'était être un peu différent. Qu'il y avait justement des obstacles un peu à franchir dans la relation avec l'extérieur, une notoriété et un respect à gagner. Ça m'aurait bien aidé parce que je sais pas, moi j'ai fait des études scientifiques, j'ai étudié la finance. Il y a toujours eu au moins 50% de femmes dans toutes les écoles que j'ai pu fréquenter. Donc j'avais pas du tout cette notion. Enfin, si vous voulez, moi j'ai commencé à lire Simone de Beauvoir, j'avais 24 ans. Pour moi, la lutte, le féminisme, les différences hommes-femmes, c'était de l'histoire ancienne. Parce que j'y avais jamais été confrontée. Enfin, moi, j'ai une mère qui a travaillé comme une dingo. Ma grand-mère bossait beaucoup. Enfin, il n'y a jamais eu de sujet d'inégalité dans les couples que je pouvais avoir comme modèle sous les yeux. Et c'est une chose dont j'avais absolument pas conscience. Et ça a été une claque de le comprendre. Vous l'avez réalisé à quel moment? À quel moment? Est-ce que vous avez le souvenir d'un moment où ça a été fort comme Je pense que j'ai dû réaliser ça. La boîte devait avoir 2 ans et demi, 3 ans. Et j'ai réalisé qu'en fait, je m'effaçais complètement, que j'étais totalement planquée derrière mon écran, alors que c'était absolument pas dans ma nature. Moi, je suis d'un naturel plutôt expansif. J'aime organiser plein de choses. La communication me passionne. Et là, je m'effaçais vraiment au profit de
profil masculin, mais que ce soit mes associés, mon environnement, les gens que je pouvais rencontrer dans le cadre de mon travail. Et ça me rendait profondément malheureuse. Et je me suis dit, j'ai plus envie d'être mal dans ma peau et de me brider comme ça. Donc, on va faire de ce truc qui est un peu une difficulté un atout. Et à partir de là, j'ai recommencé à respirer. Où est-ce que vous avez trouvé la force pour rebondir et déployer Mes associés, encore une fois, François et Joachim. En fait, c'est incroyable parce qu'ils sont extraordinaires. Je crois ils ont toujours su me dire que j'étais leur avantage concurrentiel et qu'il fallait pas hésiter à se lancer, pas hésiter à se mettre en avant, pas hésiter à faire plein de choses. Ils ont été tous les deux un vrai soutien. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes femmes qui aujourd'hui sortent de leurs études? Alors en dehors du fait que c'est sûrement une période très difficile pour trouver un emploi, mais voilà, qu'est-ce qu'elles ont intérêt à mettre en œuvre, à faire pour que leur carrière soit composée de moins d'obstacles? Qu'est-ce que je pourrais leur donner comme conseil? Alors c'est marrant, je vois chez beaucoup de collaboratrices plus jeunes, je vois les réflexes que j'avais moi quand j'avais leur âge. Prendre les choses très à cœur, un peu personnellement. C'est cliché, hein, mais vraiment c'était. C'est tellement, ça se retrouve tellement dans tous les profils que je finis par croire que on est toutes passées par le même moule. La thérapie m'a beaucoup aidée dans ces sujets-là. Le travail sur soi, travailler avec quelqu'un qui vous accompagne, qui vous pousse à vous remettre en question, à vous faire confiance. Je pense que si j'avais commencé plus tôt, ma carrière aurait été différente. Peut-être, toujours chez Anexago parce que je m'y sens hyper épanouie, mais j'aurais fait peut-être certaines choses plus vite. Donc, vous voyez, outrepasser ces petits complexes qui sont, j'ai l'impression, l'équipement de toute jeune femme qui arrive sur le marché du travail, pour se dire je me délaisse un peu de tous ces trucs-là et j'avance, je fonce. Et justement, ma question suivante, c'était comment en fait pour vous ressourcer, pour tenir dans la durée? Alors vous avez parlé de cet accompagnement que vous avez eu. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que vous avez trouvées qui vous ont aidé à vous sentir épanoui, à performer mieux, à tenir dans la durée, à être endurante? Alors je me suis remise au sport, moi il y a quelques années. J'avais fait beaucoup de sport adolescente. Je faisais de la gymnastique, je crois que j'en ai fait pendant 15 ans. Ensuite j'ai fait du football. Et puis arrivée à la fac, j'ai tout arrêté. Et en fait j'ai vécu pendant presque 10 ans sur ces restes sportifs. Puis arrivée à 28 ans, j'ai senti que c'est plus possible. Donc je me suis mise au yoga et à la course à pied. Je pensais jamais devenir, vous savez, une de ces nanas qui dit tu verras, tu pourras plus t'en passer, c'est addictif la course à pied. Ça m'a pris 1 an et en fait c'est effectivement addictif. Donc ça fait partie des choses qui me manquent le plus là pendant ma grossesse, pas faire de sport. Et ensuite mon vrai sas de décompression, mes 2 vrais sas de décompression, moi c'est que je cuisine quasiment tous les soirs. C'est un truc que j'ai vu ma mère faire toute mon enfance. Je vis juste à côté de mes bureaux, donc j'ai pas de long trajet pour changer, pour me changer les idées. Je rentre et 2 minutes plus tard, je suis chez moi. Donc cette phase où je fais la cuisine, c'est vraiment c'est un moment où je décompresse et ensuite je lis énormément. Je passe ma vie à lire des romans, des essais. Enfin c'est très très varié et c'est mon vrai c'est mon grand échappatoire. Donc là, vous avez une grande pile pour les prochaines semaines? Alors j'ai plus droit au vrai livre parce que ça prend trop de place et que mon mari en a marre, donc j'ai une grande pile dans mon Kindle, oui. Très bien. Parfait, une liste d'attente, parfait. Alors, et à votre retour, le prochain défi professionnel, quel sera-t-il? Alors, le prochain défi, ce sera de structurer l'équipe communication.
Parce que aujourd'hui, je fais encore beaucoup de choses toute seule. C'est-à-dire qu'on est une équipe au marketing et à la communication chez Anaxago, on est 3. Donc Alice et Romain qui bossent avec moi sont très concentrés sur la partie marketing. Ils bossent, ils vont beaucoup me soutenir pendant mon congé maternité, mais leur spécialité est quand même plus du côté market. Et en fait, c'est une chose que j'ai jamais réussi à faire, structurer une équipe, parce que parfois, j'ai eu des mauvaises expériences dans des recrutements, que j'ai du mal à déléguer, que je n'étais pas hyper structurée. Et donc là, ce sera mon vrai enjeu. Bah écoutez, on vous le souhaite, puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour les prochains mois qui vont arriver, plein de bonnes choses au niveau personnel, en tous les cas, profitez-en bien. Et merci beaucoup de cet entretien, Caroline. Merci, Perrine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.